je vais demander aux participants à la table ronde de me rejoindre. Donc, Maria Kotora, de la DINUM. Voilà, je me disais, où est-elle, j'avais peur. Julie Fenchang, donc enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne, membre du GDR Magis et du CIST. Jérôme Legrand, Jérôme, asseyez-vous où vous voulez. Moi, je vais peut-être prendre une place un peu vers le milieu. Donc, Jérôme Legrand, directeur général des services au Conseil départemental de Lozère. On va dire ça comme ça. Bertrand Montubert, que l'on ne présente plus, mais si quand même. Donc, président d'OpenIG, du CNIG, donc du Conseil national de l'information géolocalisée et d'Equitia. Et Jérémy Valentin, chef de projet Open Data à Montpellier Méditerranée Métropole. Alors, très officiellement, c'est ça. On fait, d'accord, ok. On fait, ok. On se la joue comme ça, vraiment, vraiment. Allez, Julie, hop. Allez, bougez. Voilà. Allez, on fait comme ça. Oui, c'est pas encore tout à fait ça. Allez, Jérôme, voilà, hop. Non, et Maria, vous allez là, et Jérôme vient là. Allez, ça y est, on y arrive. Bon. On a du bol, on aurait pu le transformer en jeu des chaises musicales, il aurait pu manquer une chaise. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, c'était le sujet de cette journée des données géographiques aux données territoriales de nouvelles voies d'accès. Et donc, on commence à utiliser ce terme de données territoriales. Et donc, on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on prenne un petit peu de temps pour en discuter. On est parti bille en tête depuis ce matin, on en a parlé, mais reprenons un petit peu de recul le temps de cette table ronde. Donc, on va se donner jusqu'à 16h05. Comme ça, j'espère qu'Anne acceptera 5 minutes de retard pour la fin. Et donc, pour cette table ronde qu'on a baptisée, que c'était bien, on avait tout le truc derrière nous, c'était vachement bien. Ah, d'accord, ok, c'est pour ça. Voilà, bon, ok. Donc, des données géographiques aux données territoriales, pourquoi et comment ? Donc, je ne suis pas sûre qu'en 55 minutes, nous ayons la capacité à faire le tour de la question, mais on va essayer, et on va commencer peut-être par un premier tour de table pour présenter ceux qui n'ont pas encore pris la parole, mais c'est-à-dire tous, finalement, depuis ce matin. Je vais commencer par me tourner peut-être vers Julie. Donc, parce que donc toi, tu es notre universitaire de service, tu sais. Il en faut toujours une ou un. Mais ça nous a semblé intéressant parce que justement, à travers le GDR Magis, à travers aussi le CIST, il y a une vraie réflexion justement au-delà de la donnée géographique sur le territoire. Et donc, je voulais que tu nous présentes peut-être un petit peu ce que vous faites, ce que c'est que ces GDR, parce que tout le monde ne sait pas forcément à quoi ça sert. Et ce que tu y fais. Normalement, oui. Alors, attends. Non, faut faire. Hop, voilà, maintenant ça marche. Donc, je suis enseignante-chercheuse en géographie et je collabore au sein de groupements de recherche. Donc, ce ne sont pas des programmes de recherche, mais des groupes où on se rencontre régulièrement pour discuter et essayer de monter des projets ensemble. Donc, il y a 2 groupements de recherche, le CIST, le Collège interdisciplinaire des sciences du territoire, qui a été créé en 2007 et qui visait à l'origine à fédérer les universités franciliennes autour de la question du territoire. Ça s'est progressivement élargi et aujourd'hui, il y a des universités, des labos de recherche de toute la France qui participent et pas seulement de géographie. Donc, on a des juristes, on a des économistes, on a des politologues qui essaie de travailler sur cette notion de territoire et comment est-ce que les habitants et les collectivités, les pouvoirs peuvent ensemble élaborer de la théorie et de l'action sur le territoire. Donc c'est vrai que pendant plusieurs années, le CIST a été dirigé par Claude Graland, qui est un chercheur qui fait de l'analyse spatiale et qui utilise beaucoup les outils de géomatique et de statistique. Et puis finalement, depuis 2024, la gouvernance a changé et aujourd'hui, on a quelqu'un qui spécialise de l'anthropocène, Jérôme Agrin, qui dirige le CIST. Et la nouvelle gouvernance aimerait davantage
articuler les travaux théoriques sur le territoire avec les acteurs du territoire. Donc c'est vrai qu'on va moins travailler sur l'information en tant que telle, mais plutôt sur comment est-ce que les acteurs se l'approprient, comment est-ce qu'ils peuvent y avoir accès. Et par contre, l'information géographique va plutôt être travaillée au sein du GDR Magis, qui est un groupement de recherche associant des informaticiens, des géomaticiens et des thématiciens, que ce soit des géographes de la mobilité, que des géographes de l'environnement, des géographes qui travaillent sur du bâtiment, donc des choses très précises. Et donc c'est vrai que là, le CIST se dit que c'est plutôt le GDR Magis qui va faire la partie un peu méthodo-technique et eux vont essayer d'approcher les pouvoirs locaux. Ce qui est intéressant, ce qui pose déjà très bien le débat, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un débat qui est un débat technique et un débat de collaboration, de gouvernance, de rapport entre différentes populations, si je peux dire. Maria, donc, je te passe le micro, voilà. Alors, directrice du programme Transformation numérique des territoires à la direction interministérielle du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? Donc la direction interministérielle du numérique, déjà pour la resituer, donc elle est rattachée aujourd'hui au service du Premier ministre, sous la tutelle du ministère de l'action publique, la transformation. Et elle a vocation à porter la transformation numérique de l'État, donc de coordonner l'ensemble des directions ministérielles, de les accompagner, de proposer un certain nombre de produits utilisables par l'ensemble des ministères pour accompagner leur transformation numérique. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse aussi à la transformation des territoires? Évidemment parce qu'il y a via les services déconcentrés une action territoriale de l'État, mais aussi parce que l'imbrication des systèmes d'information des collectivités, en tout cas des besoins entre les collectivités et l'État, sont de plus en plus importants, que la plupart des politiques publiques sont coportées aussi État et collectivités territoriales, et donc il est né le besoin d'avoir un programme de collaboration État-collectivité territoriale pour identifier un certain nombre d'enjeux communs. Et donc ce programme qui s'appelle Transformation numérique des territoires, il est aujourd'hui installé au sein de la DINUM, mais il est coporté avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANSSI, 14 associations représentatives de collectivités territoriales, et il vise à partir d'ambitions identifiées comme communes entre l'État et les collectivités territoriales, à produire un certain nombre d'outils ou de ressources d'accompagnement pour accélérer la transformation numérique du secteur public. Et donc ces outils peuvent être conjoints à l'État et aux collectivités, ou ils peuvent être à destination des collectivités. Voilà, c'est un certain nombre de chantiers opérationnels qu'on met en œuvre. Le programme, il existe depuis 2021, mais il avait eu de nombreux prédécesseurs qui s'appelaient différemment, et on est en train de mettre en œuvre le volet 2025-2027. Voilà. Merci. Donc on est là aussi, on est bien au cœur du sujet. Jérôme, donc nous on t'a connu géomaticien au conseil départemental de Lozère, et maintenant te voilà directeur général des services. Donc, j'ai envie de dire, toi aussi, tu es l'incarnation, finalement, de quelque chose qui relève de l'élargissement du champ de vision. Oui, complètement. Et déjà, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Ce matin, quand je saluais des personnes que je connaissais, certains disaient « on peut être géomaticien et devenir DGS ». Oui. Oui, on peut. Et alors, ça se fait pas du jour au lendemain, bien entendu. Voilà. Donc, moi, je suis rentré au département de la Lozère il y a 25 ans sur un programme de développement du SIG à la fois pour les services, mais aussi et surtout pour les collectivités territoriales. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, territoire rural de montagne, 77 000 habitants, 185 communes à l'époque, pas d'ingénierie, pas d'expertise, pas de technicité, pas de moyens financiers dans les collectivités locales, et pourtant, elles avaient bien un territoire à administrer. Et donc, le département a joué le rôle du grand frère ou de la grande sœur de ces collectivités avec le déploiement de ces outils. Et on se rend compte à travers l'information géographique que c'est tous les sujets qui sont intéressés par les collectivités en matière de gestion. Et c'est ce qui m'a amené à prendre de nouvelles responsabilités au sein de la collectivité. Alors, j'ai dû
faire les 15 premières journées professionnelles de SIGLR ou d'OpenIG. Après, voilà, j'ai pris un peu de distance, mais j'étais appelé à des fonctions de direction, toujours sur la mutualisation pour le compte des collectivités locales, puis de DGA et plus récemment de directeur général des services. Alors, Jérémy, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil, parce que toi, tu as attaqué par le côté géo dans ta carrière, dans ta thèse, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, tu es en charge de l'open data à la métropole de Montpellier. Oui, tout à fait. Qui n'est pas que géographique. Qui n'est pas que géographique. Donc, c'est quoi un peu, en 2 mots, les particularités de l'open data à Montpellier? On en est où? En année, je vais te dire. Déjà, je tiens à excuser monsieur Manu Reynaud qui devait être présent à la table ronde aujourd'hui, qui est retenu à Paris pour le lancement du TIBREC, qui est la trajectoire d'indépendance européenne des collectivités territoriales. Et donc, dans le contexte actuel, et comme il est à l'origine de ce mouvement, il représente la métropole à Montpellier. Bon, on ne va pas se mentir, c'est moi qui avais fait les éléments de langage de Manu Reynaud. Donc, voyez-moi comme les données d'entraînement de Manu Reynaud. Et on connaît l'importance des données d'entraînement. Voilà. Donc, sur l'open data à Montpellier, on en est dans une certaine routine, on va dire, parce qu'on fait ça depuis plus de 10 ans maintenant. On a commencé en 2010-2011. Donc, une partie du job, c'est faire en sorte de mettre à disposition des données qui sont plus en plus complexes, plus en plus lourdes pour certaines, dans le cas des données, par exemple, 3D. Mais c'est aussi animer à l'extérieur, avoir des relations avec les gens qui consomment nos données, qui sont parfois satisfaits de ce qu'ils consomment, qui sont parfois pas satisfaits. Et aussi, maintenant, j'ai même le rôle d'acheteur de données pour la collectivité. Donc, je pense qu'on en parlera. On va en parler. Après, parce que nous, on a certaines données, mais on en a peu. Les nôtres ont la main dessus. Il y a d'autres entités qui ont des données intéressantes sur nos territoires. Et donc, il y a toute l'animation de comment on s'échange ça, comment on récupère ça ou comment on achète ça, dans certains cas. Alors, maintenant, je me tourne vers Bertrand. Alors, Bertrand, je ne vais pas te demander de te présenter, mais voilà, donc tu es président d'OpenIG, tu es président d'Equitia et tu es président du CNIG. Alors, le CNIG, quand tu as pris la présidence, ça s'appelait le Conseil national de l'information géographique. Donc, tu l'as fait changer en Conseil national de l'information géolocalisée. Et maintenant, le grand sujet, c'est les comités territoriaux de la donnée. Donc, c'est quoi ce changement? Est-ce que c'est un changement de vocabulaire? De quoi justement, c'est vraiment le cœur du sujet. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce qu'on est en train de mettre le doigt sur quelque chose, une évolution qui existait déjà? Est-ce qu'il y a un vrai changement de paradigme? Bonjour à toutes et tous. Changement de paradigme, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, pour moi, ce qui a été important, d'abord quand on m'a sollicité pour prendre la présidence du CNIG, j'ai dit c'est quoi le périmètre des données dont on parle? Est-ce que c'est les données géographiques traditionnelles, si j'ose dire, et on sait qu'elles sont importantes, très souvent stratégiques, la souveraineté est un enjeu, etc. etc. Mais dans le même temps, on voyait qu'arrivaient des acteurs dans le domaine que j'appellerais de l'information géolocalisée, en tout cas d'information dans laquelle il y a une composante géolocalisée qui est importante, qui n'étaient pas forcément les acteurs classiques, les GAFAM, très concrètement, pour ne pas faire semblant de tourner autour, et qu'au fond, c'était un peu compliqué de séparer très clairement le champ. Je vais rebondir juste sur ce que disait Jérémy, quand tu lui disais, tu étais sur l'information géographique, et puis maintenant sur l'open data, et toute l'open data n'est pas forcément géographique. Et on peut se poser la question, si on est dans une métropole, comme les Jérémy, est-ce que toute donnée ouverte de la métropole n'est pas au minimum géolocalisée, au minimum d'une localisation qui est celle de la métropole? Pas forcément une localisation précise, mais on a quand même un élément de localisation. Donc, ce qui m'a été répondu, c'est oui, effectivement, il faudrait élargir à l'information géolocalisée, d'où le changement de nom. Et puis, de fil en aiguille, et puis de travaux en travaux, il y a eu notamment le rapport Data et Territoire auquel j'ai contribué avec Magali Altounian et Christine Aignon, rapport demandé par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui s'appelait Data et Territoire. Ce qui est assez frappant, c'est que, vous savez comment fonctionne le langage, on répète des choses, puis au bout d'un moment, on a des glissements. Et à un moment donné, on ne s'est pas mis à parler de données territoriales.
Et je crois qu'il y a quelque chose qui est important derrière. C'est justement cette évolution où on part d'informations géographiques qui sont très clairement des données territoriales. On parle d'open data, par exemple, liées à des territoires et qui sont aussi des données territoriales. Et l'idée, c'est d'essayer de rassembler tout ça et d'arriver à casser un petit peu les frontières et les barrières, parce que très souvent, ces données viennent de producteurs qui sont extrêmement différents. Mais alors je ne sais pas, parce que tu as un déroulé extrêmement précis, donc j'ai peur de mettre le bazar. Mon déroulé, je brûle de dire qu'est-ce que c'est qu'une donnée territoriale, voilà, parce que sinon, on fait du teasing, comme tu veux. J'allais faire la relance. J'allais faire la relance. Ouais, donc c'est quoi une donnée territoriale? Qu'est-ce qui est une donnée territoriale et qui n'est pas une donnée géographique, qui ne serait pas rentrée dans la définition? Honnêtement, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a une définition précise de ce que c'est qu'une donnée géographique. Voilà. Moi, je vois en tout cas des catégories de données géographiques qui peuvent être topographiques, par exemple. Bon, voilà, très bien. Bon, un X, un Y, un Z, on est à peu près d'accord que ça doit être une donnée exactement. géographique. Est-ce qu'on est capable... Moi, je suis mathématicien, hein, donc j'aime bien les définitions précises, en fait. Donc, et là, je commence à être un petit peu gêné. C'est pour ça que quand je ne trouve pas la définition précise, j'interroge les bordures de la définition. Hein, et puis, à un moment donné, ça devient gros. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée territoriale? On a voulu donner une définition à ça. On l'a faite, hein, d'ailleurs, on l'a adoptée au dernier conseil plénier du CNIJ. C'est une donnée qui est d'intérêt général, donc intérêt général ne veut pas forcément dire qu'elle est publique, hein. Elle peut être privée, je dis ça parce que ça a été évoqué. On va vite aborder la question, effectivement. Voilà, c'est une donnée d'intérêt général qui est utile pour le pilotage des politiques publiques territoriales. Pilotage des politiques publiques territoriales ne voulant pas dire politique publique des collectivités territoriales seulement. L'État aussi a des politiques publiques territoriales, l'État déconcentré a aussi des politiques publiques. Donc, ça veut dire... les collectivités. Alors, on pourrait dire que les politiques publiques des collectivités sont toujours inscrites dans le territoire. Exactement. Mais il y a des politiques publiques qui ne concernent pas. Si on prend un exemple très concret, si je prends, je pense à ça parce que hier j'ai fait valider mon France Connect Plus, outil de la DINUM, n'est-ce pas? Voilà, je suis allé en mairie, j'ai fait ça, mais pour autant, c'est pas une donnée territoriale, je ne crois pas. Hein, voilà, les choses qui sont dans le système, enfin, Maria me démontrera peut-être. En tout cas, voilà, pour moi, ça ne fait pas partie des données territoriales. Par contre, le champ des données territoriales, il est très large. On peut prendre un exemple. Si on parle de données de santé, les données de santé, traditionnellement, elles sont pas vues comme territoriales, ce qui est pas neutre. Hein. C'est-à-dire que finalement, on a beaucoup construit la santé sans considérer l'être humain en dehors de son environnement, en le considérant en dehors de son environnement. Voilà. On s'est rendu compte il y a 5 ans, hein, vous vous souvenez où on en était il y a 5 ans, d'ailleurs on n'était pas dans ce genre d'endroit il y a 5 ans, hein, très précisément, voilà. Et bien là on s'est rendu compte, ah oui, au fait, l'environnement ça joue quand même quelque chose, d'accord? Et le concept One Health, hein, qui a été beaucoup développé, évoqué pendant ces moments-là. Avant, il y avait l'épidémiologie quand même. Comment? Avant, il y avait l'épidémiologie. Il y avait l'épidémiologie qui était faite très souvent, d'ailleurs, avec effectivement un besoin de territorialisation de la donnée, mais les bases de données de santé n'étaient pas forcément territorialisées. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que sinon je vais parler trop longtemps, mais en tout cas, le sujet quand on parle de données territoriales, c'est justement d'arriver à avoir tous les champs de données, finalement, qui intéressent les politiques publiques territoriales et les regarder sous l'angle de leur spécification, des attributs qu'elles peuvent avoir qui sont relatifs à ce territoire et qui vont être utiles pour les politiques publiques territoriales, et donc avec derrière une notion d'usage qui est celui, finalement, de ce pilotage de politique publique territoriale. Alors, Maria, OK avec cette définition? Ce serait bien. Oui. Hein, enfin, moi, je dis ça. Mais... Oui, bien sûr, mais en fait, il n'y a pas vraiment de surprise. Le match, on l'a déjà eu un petit peu. Justement, quand le CNIJ a proposé cette définition, ça faisait suite au rapport Data et Territoire, dont Bertrand était rapporteur, pour lequel la DINUM a aussi contribué sur un certain nombre d'aspects. Le constat je reviens un petit peu quand même au rapport lui-même, peut-être que ça éclairera aussi un petit peu le sujet. Le constat qui était posé par ce rapport, c'était aussi qu'il y avait une multiplicité, un nombre de plus en plus important de données nécessaires justement au pilotage des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou territoriales, que ces données sont produites et exploitées par une multiplicité d'acteurs, dans des formats pas toujours harmonisés, et
les usages sont très différents d'un acteur à l'autre. Et du coup, ces données n'étaient pas toujours accessibles dans le bon format pour le bon utilisateur aujourd'hui, parfois même pas accessible du tout. Et je pense justement ce que tu viens de dire est très intéressant, c'est que c'est au cours de la rédaction de ce rapport, si je comprends bien, que vous avez abouti finalement à commencer à parler de données territoriales, c'est-à-dire l'ensemble de ces données dont les différents acteurs ont besoin pour mettre en œuvre des politiques publiques. Alors, du coup, on est d'accord avec la définition, mais en fait, justement, quand on s'est interrogé sur les mots qu'on posait, on posait précisément qu'il allait sans doute y avoir finalement qu'est-ce qui n'était pas une donnée territoriale. Et effectivement, on a commencé à parler éventuellement des données très personnelles, France Connect, etc. Mais peut-être qu'on trouvera d'autres trous, ou peut-être qu'à terme, on se rendra compte qu'en fait, toute donnée pourrait avoir une dimension territorialisée, pourrait être exploitée dans un cadre territorialisé. En tout cas, la nécessité de poser ce périmètre vient de la nécessité d'identifier les jeux de données qui ont besoin de faire l'objet peut-être, et donc je pense qu'on en reparlera, mais en tout cas d'une co-construction entre les différents acteurs pour être coproduites, parce que parfois il y a différents bouts de cette donnée qui sont produites par différents acteurs, et être co-exploitées. Parce que beaucoup en tout cas de collectivités nous disaient manquer de données fraîches. Parfois elles ont des données d'il y a 5 ans mises à disposition par l'État, pas dans le bon format, etc. etc. Alors Julie, si on revient sur les bases conceptuelles qui sont derrière justement cette notion de définition de données territoriales, comment toi tu réagis par rapport aux définitions qui viennent d'être données? Ça te semble, comment dire, en tant que géographe, est-ce que tu t'y retrouves? Oui, je m'y retrouve. Donc nous, en tant que géographes, ça correspond aussi à un passage, une manière avec laquelle on appréhende la discipline géographique. Dans les années 70, des géographes françaises sont parties faire un tour au Canada et ont apporté plein de méthodes quantitatives, statistiques, informatiques et ont vraiment assimilé la géographie à une étude de l'organisation de l'espace, où on avait des règles, des lois un peu universelles avec des grands principes. Et c'est vrai que les acteurs du territoire ne faisaient pas partie de ces règles, n'étaient pas forcément tout le temps sollicités dans les grands modèles. Et puis, avec l'avènement de la géographie sociale, on a une prise en compte des acteurs, que ce soit les institutions, que ce soit les collectivités, que ce soit les habitants, qui fait qu'on passe au territoire comme un espace géographique approprié, utilisé. Et c'est pour ça que la notion d'usage, elle est vraiment importante. Nous, en tant que géographes à l'université, on produit ce qu'on appelle des données géographiques. Mais justement, pour les territorialiser, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les produire et les expliquer aussi aux gens qui habitent sur le territoire. J'ai un collègue qui va installer une station de mesure de température dans un collège, dans un quartier politique de la ville, pour expliquer aux élèves du collège, voilà, les lots de chaleur urbaine, ça correspond à ça, c'est des mesures qu'on prend et puis on regarde le différentiel par rapport à une mesure d'une station de référence, et il veut vraiment que la donnée qu'on produit soit pas quelque chose d'abstrait qui est dans des livres, etc., et qui se l'approprie et qui voit le processus avec l'objet matériel, la station de mesure, qu'ils vont contribuer à installer, et puis le traitement de la donnée, afin que les habitants du quartier s'approprient ça aussi. Et je pense que c'est là le changement, en tout cas pour nous en sciences humaines et sociales, c'est le côté interaction avec le reste de la société civile. Jérôme, je me tourne vers toi, justement avec ton historique. Est-ce que les géomaticiens n'ont pas fait de la donnée territoriale sans le savoir, comme M. Jourdain pendant des années? J'ai envie de dire, et je poserai la même question à Jérémy, vous êtes tous les deux un peu sur le terrain, si je peux dire, peut-être plus. C'est qu'est-ce qui change? Pourquoi on en vient à ça aujourd'hui? Pourquoi ça sort maintenant, cette question-là? Qu'est-ce qui est en train de changer? Déjà, en préambule, il faut savoir que on travaille pour des collectivités avec des élus qui sont issus du territoire. Eux, ils ont inventé le SIG embarqué. C'est-à-dire que dans leur cerveau,
Le territoire, ils le connaissent. Ils n'ont pas besoin de cartes, de représentation. En Lozère, il y a 2000 hameaux et lieux-dits. Presque, ils les connaissent tous. Et l'administration, pour piloter des politiques publiques, elle a besoin de données géolocalisées, de données géographiques, ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur une aide à la décision sur le sujet. Et de pouvoir représenter tel ou tel phénomène démographique, statistique. Et c'est vrai qu'on travaillait essentiellement avec de la donnée géographique. C'est-à-dire qu'on avait un contenu, des limites communales, cantonales, etc. Et on assurait une représentation d'événements sur ces entités géographiques. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Aujourd'hui, on a des phénomènes et on représente ces phénomènes à travers de la donnée géographique, de la donnée géolocalisée. Ce qui est important, c'est quand on avait discuté de ce sujet, c'est, moi, à mon sens, et vous l'avez dit tous les trois avant, la donnée territorialisée, c'est une donnée géographique enrichie des usages. Ces usages, ils sont à double titre. Soit c'est la collectivité elle-même qui va aller mesurer, y compris dans la temporalité, l'évolution de ces usages, soit ce sont directement les usagers eux-mêmes qui deviennent acteurs dans la donnée géographique, donc dans la donnée territorialisée, de ce qui se passe sur un territoire, dans les transports en commun, sur une route. Moi, aujourd'hui, on a des citoyens capteurs. Exactement, on a 2300 km de route. On envoie des patrouilles l'hiver, le matin, pour s'assurer qu'il faille déneiger ou boucher un trou. On a des usagers toute la journée qui parcourent ce territoire-là. On peut rendre l'usager, le citoyen, acteur, et donc rendre sa donnée intelligible et positionnable, géographiquement parlant. Mais en tout cas, ça permet vraiment on doit canaliser cette information pour pas qu'elle ne soit déviée. Peut-être tu vas en parler après, mais en tout cas, il faut maîtriser. C'est-à-dire qu'avant, la puissance publique, elle maîtrisait, elle produisait de l'information. Tenez, mon bon monsieur, utilisez-la. L'IGN, l'État, regardez les collectivités, ma belle carte. On produisait. Aujourd'hui, on n'est plus les producteurs. On est au milieu de la chaîne. Il faut qu'on arrive à canaliser ces informations. Quand on discutait avec Manu Reynaud, justement, il parlait de chaîne alimentaire de la data, et je pense que c'est vraiment une des questions, et je voudrais que Jérémy rebondisse aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que, ok, on est d'accord, des données qui servent pour des politiques publiques territorialisées, qui les produit ces données? Effectivement, et quels sont les enjeux? J'ai envie qu'on parle un petit peu de ça pendant les minutes qui nous restent. Donc, très rapidement, et puis on l'a vu ce matin avec les exemples qui ont été montrés, avec les entreprises qui sont là, etc. L'IGN n'a plus l'apanage de la production des données territoriales en France, ne l'a jamais eu d'ailleurs. Donc, on est aujourd'hui dans un écosystème qui est devenu très complexe. Et comment fait-on, en tout cas, comment vous l'analysez et comment vous vous positionnez, comment une collectivité locale se positionne dans cet écosystème? Alors, on se positionne difficilement, mais on se positionne. Déjà, il y a beaucoup de frontières qui sont en train de disparaître. Par exemple, aujourd'hui, un PDF est un document géographique, vu que les larges modèles de langage savent traiter du PDF. Donc, nous diffuser un PDF maintenant, ça a de la valeur, parce qu'on sait qu'il va pouvoir être traité. Donc, il y a sur les formats et sur les acteurs, il y a une multitude d'acteurs. Il y a nous, nos services, on produit des données, on y accède, on peut les partager, on ne peut pas les partager. Il y a d'autres acteurs publics qui produisent des données sur notre territoire, soit des délégataires à nous, soit des agences de l'État. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs privés qui produisent de la donnée super intéressante sur nos territoires. Et nous, je reviens sur la réflexion tout à l'heure, on a besoin de données par rapport à nos politiques publiques. On a des politiques publiques, on doit connaître les choses. Et aujourd'hui, on est capable d'être intéressé par des brokers d'app mobiles. C'est pas très éthique, mais il y a de la donnée super intéressante. On peut acheter de la donnée à des fournisseurs d'accès, on peut acheter de la donnée à des constructeurs automobiles parce qu'ils ont une information super intéressante sur notre territoire. Qu'est-ce qu'ils ont, les constructeurs automobiles? Aujourd'hui, on achète ce qu'on appelle des données FCD pour du floating car data. Il faut savoir qu'une voiture relativement moderne envoie chaque minute
beaucoup de jeux de données, alors beaucoup liés à comment vous accélérez l'état des pièces, mais surtout où est le véhicule et comment il se déplace. Donc ça, pour nous, c'est super intéressant. On a des origines, destinations, donc tous les constructeurs automobiles ont cette information. Autre exemple, aujourd'hui, si je veux avoir une vraie information sur l'autosolisme, comment je fais? Moi, je peux avoir l'information. Nous, Métropole, on a un deal avec Klaxit qui propose aux gens de faire du covoiturage. Donc j'ai cette information, mais ça représente quoi? 1%, 2% des gens qui covoiturent. Aujourd'hui, un constructeur automobile peut me vendre le nombre de ceintures clipsées dans un véhicule. Donc je connais exactement le nombre de personnes dans un véhicule. Donc c'est une meilleure information sur l'autosolisme. En tout cas, celles qui bouclent leur ceinture. Oui, Oui, ceux qui vous... ça c'est autre chose. Bon. Mais après, est-ce que quand moi, j'ai une voiture qui transmet cette information, est-ce que je l'ai fait avec un consentement éclairé? Moi, tous les 6 mois, mon constructeur automobile m'envoie un mail, je fais suivant, et j'accepte. Bon, maintenant, je sais à quoi ça sert. D'accord. Je rachète mes propres données de mon constructeur automobile. Ah oui, d'accord. Bah, Voilà. Je dois avoir une voiture trop vieille, moi, il m'a jamais demandé ça. Bah, méfie-toi. Ouais. Non, mais à l'achat, normalement, tu as signé un consentement. Si tu achètes d'occasion, D'accord. alors là, le consentement, il est D'accord. parti dans les limbes. Donc, Donc, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de données. Et donc, nous, on est au milieu. Et en fait, ces données-là, pour nous, elles sont super intéressantes. Pour les Montpelliérains, vous avez dû remarquer que les mobilités sont au centre des politiques publiques. l'immobilité? Non, Non. Non, je ne suis pas d'accord. Les travaux? Ça fait partie des mobilités. Et donc, on investit beaucoup d'argent là-dedans et on veut savoir le résultat. Est-ce que les façons dont les gens se déplacent ont changé? Avant, il y avait certaines méthodes et maintenant, il y en a d'autres. Et du coup, nous, on est là à opter la meilleure. Mais est-ce que c'est éthique d'acheter des données à un broker qui vous a mis un traceur dans votre app mobile et que vous avez donné votre consentement sans le regarder ou pas? Est-ce que moi... Il y a quelqu'un qui a une structure qui s'appelle Equitia, qui travaille un petit peu sur ce genre de choses, qui peut-être a une réponse. Après, on peut aller plus loin. Nous, on a... Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, mais on a une application qui est énormément diffusée sur le territoire, qui s'appelle M-Ticket. Il y a 400 000 personnes qui ont l'application M-Ticket en poche. Donc, c'est l'application pour pas qui ne sont pas montpelliérains, pour avoir un ticket, valider son titre de transport, recharger son véhicule électrique, calculer un itinéraire, savoir quand passe le prochain payer tram. le stationnement. Je pourrais dire, je vais mettre un traceur dans cette application en demandant le consentement éclairé aux gens. Est-ce qu'ils vont me le donner? Ils vont me dire, ah ben non, je ne le donne pas. Alors que vous l'avez tous donné à Instagram. Et que moi, je rachète ces données derrière. Alors que je pourrais les avoir en faisant quelque chose de pédagogique. J'explique pourquoi je vous trace avec l'application Ticket ou pas. Donc pour nous, c'est beaucoup de questions et c'est de plus en plus complexe, mais c'est des données qui sont super intéressantes. C'est ce que tu disais aussi, Jérôme, que de plus en plus. Alors, c'est embêtant parce que... C'est un peu embêtant sur certains sujets. Non, mais le pire, c'est qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, parce que le problème des données que tu récupères, sauf erreur de ma part, tu me corriges si je me trompe, parce que je ne suis pas les mains dedans comme tu l'es avec ton service, c'est que tu vas avoir des données, j'imagine, anonymisées. Oui, tout à fait. Et donc, en réalité, tu n'es pas capable de chaîner si, par exemple, la personne, elle a fait peut-être une partie de covoiturage avec quelqu'un, et puis ensuite, elle a pris le tram. Après, en fait, toutes ces données doivent être recoupées avec d'autres données, mais je ne peux pas faire... Le chaînage, c'est vraiment excessivement compliqué. Aujourd'hui, le chaînage, ça n'arrive pas à le faire. Et ce qui serait, au contraire, bien plus intéressant, c'est d'être capable, et d'ailleurs, on y travaille en Occitanie, de mettre en place un data space, un espace commun de données, qui permette justement de traiter à la fois toutes les problématiques éthiques, parce que, évidemment, Françoise, tu l'as bien vu, ou tu l'as vu toi-même, Jérémy, il peut y avoir des sujets, surtout si jamais les données n'étaient pas anonymisés. Là, il y aurait des sujets de confidentialité absolument majeurs dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Et pour autant, on peut avoir vraiment besoin de chaîner justement ces différents jeux de données parce que la vie d'un individu, elle ne s'arrête pas à un service. En fait, on regarde toutes ces données-là aujourd'hui beaucoup trop, service par service. Mais sauf que moi, ma vie, elle n'est pas service par service. Moi, pour venir là ce matin, d'accord, j'aurais pu prendre un vélo en libre service, aller à la gare. Il se trouve que je suis allé à pied parce que j'habite pas loin, mais j'aurais pu prendre un transport pour aller à la gare. Ensuite, j'ai pris le train. Ensuite, j'ai pris un premier tram. Et puis ensuite, j'ai marché. Puis ensuite, j'ai pris un deuxième bus. Et ensuite, j'ai marché. Et ça, tu n'es pas capable de le reconstituer aujourd'hui, je pense, avec ce genre de données. Par contre, dans un data space,
là oui, on pourrait le faire. On pourrait le faire, c'est-à-dire en se définissant quelles sont les règles éthiques qu'on veut se doter pour protéger notamment les aspects de vie privée qui sont fondamentaux, quels sont les outils technologiques qu'on va utiliser, et tout ça donc en les partageant dans les consortiums d'acteurs qui ont ces données. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et tu l'as bien montré, c'est que les données dont on parle, on voit bien, là pour le coup, il y a, je pense, un changement de paradigme entre quelques producteurs, y compris des producteurs liés à l'État, historiques, quand on parlait d'information géographique, et aujourd'hui, c'est une multitude de producteurs de données, y compris chacun d'entre nous, d'une certaine manière, qui est un producteur de données. Donc, comment on organise tout ça ? Là, je crois qu'il faut absolument basculer. C'était d'ailleurs aussi une des propositions du rapport Data et Territoire, dans la création d'espaces communs de données, de data space territoriaux, qui permettent justement de porter ces projets-là pour aller plus loin dans l'utilisation de ces données territoriales, mais en étant totalement solide sur les questions de confidentialité. Et puis je rajouterai une dimension quand même, aussi dans un cadre de souveraineté, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, pas simplement en termes, j'ai envie de dire, j'allais dire oui, mais attaques de systèmes, quand même, qui ont été faits dans les systèmes américains, ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer aussi en termes de droits de douane, dont une des répliques peut être sur les services numériques, bah ça nous met une responsabilité, je pense, extrêmement importante pour poser des modèles qui sont alternatifs à ceux des GAFA. C'est absolument essentiel si on veut continuer à avoir des usages numériques et restreindre notre dépendance, notre géodépendance à des acteurs qui n'ont pas forcément aujourd'hui la même vision du monde que nous. Alors, moi, je vais me tourner vers Julie parce que vous le savez peut-être pas. On a parlé de parquet ce matin comme nouveau format, mais Julie, elle a donné dans le plâtre aussi. Elle a essuyé les plâtres, si je peux dire, quand elle a fait sa thèse, puisque tu avais travaillé sur des données d'Orange, je me souviens, à l'époque. Et voilà, tu es vraiment allée, je me souviens, dans le labo pour pouvoir accéder aux données. Donc, tu as vu toute cette évolution de ces données qui étaient pas commercialisées à l'époque, qui étaient à peine entrouvertes à des chercheurs, qui sont aujourd'hui commercialisées sur des plateformes sous des formes effectivement agrégées, anonymisées. Mais comme vous le dites tous les deux, quelque part, si on veut suivre, si on veut comprendre un parcours de mobilité d'une population, ça se fait quand même en ayant une vision des parcours de mobilité des individus. Même si vous vous fichez de savoir si c'est Françoise ou si c'est Jérémy qui l'a fait, on a besoin de reconstituer. Donc, est-ce que les chercheurs travaillent là-dessus ? Est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça donne comme axe de travail ? Donc il y a plusieurs choses. Ouais. Je pose toujours plein de questions en une seule phrase. Ça m'a fait penser aussi à ce qui a été dit sur les données de santé et sur la prise en compte de l'environnement. On a je crois qu'elle est dans la région Occitanie, parce qu'elle est à Toulouse. Donc on a une chercheuse française, Julie Vallée, qui travaille sur la géographie de la santé, qui étudie les effets de contexte, les effets de quartier sur la santé des individus, et qui a pris toutes les enquêtes ménage-déplacement françaises. Et elle s'est dit, voilà, on considère les gens sur leur lieu de résidence, parfois sur leur lieu de travail, pas tant que ça, mais elle va regarder comment est-ce que ces gens se déplacent sur le territoire et comment est-ce que la ville, en fait, elle évolue au fil de la journée. Donc, vous pouvez la regarder, ça s'appelle le mobiloscope. Et c'est interactif, donc on a une carte pour la ville choisie et on voit au fil de la journée les coefficients d'inégalité socio-spatiale qui évoluent. Et c'est super bien. Donc oui, c'est une question qu'on se pose et on arrive à faire ça à partir de données pas basiques, mais des données classiques, les données des enquêtes ménage-déplacement, qui ne sont pas des données exhaustives et qui sont faites à intervalles plus ou moins longs. À Dijon, je crois que la dernière, c'était en 2018, et donc c'est à peu près une dizaine d'années entre deux enquêtes. Mais qui coûte une blinde. Ça coûte cher, oui. Mais je rebondis sur la question de l'open data, et c'est super tout ça. On n'en avait pas discuté, mais c'est vrai que nous, on se pose la question de comment est-ce qu'une petite commune, une petite communauté de communes rurales va pouvoir, elle, acquérir ces données-là. Comment est-ce qu'elle va pouvoir, si elle a la chance d'avoir des données, les traiter ? Parce que, voilà, ça nécessite des compétences. Et ça, c'est une vraie question, parce qu'on est souvent sollicité à l'université quand ils ont des besoins. Ils nous sollicitent, ils nous disent, voilà, est-ce que vous ne pourriez pas nous envoyer un stagiaire, un étudiant de master pour faire des mesures, des relevés de terrain, regarder si on peut faire un plan de circulation pour mettre en place des mobilités douces, parce qu'on ne peut pas faire des aménagements, on n'a pas les sous, mais est-ce qu'il y a des routes qu'on peut utiliser ?
Et ça, c'est vrai que c'est une question qui nous interroge. On a de plus en plus de sollicitations de petites communes, pas de grosses villes agglo comme Montpellier, et qui n'ont pas les moyens de mettre ça en œuvre. Donc ça, c'était pas dans le... Ah non, mais on prévoit pas tout. Hein. Non. C'est pour ça qu'il y a des plateformes d'information géographique comme OpenIG. Mais C'est pour ça attends, qu'il y a des prends le plateformes micro, comme OpenIG. prends le micro pour il y a le la dire. même chose en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, oui. Il y a le traitement, en fait, parce que la donnée, c'est une chose, et puis pour répondre à un questionnement spécifique d'une communauté, c'est compliqué. Ils ne sont pas forcément les moyens de mettre ça en œuvre. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, je me tourne vers vous trois, répondra qui veut, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de... on sait que... Alors, on sait qu'il y a de la donnée est captée en permanence, etc. On a des politiques publiques à mener, on va être clair, qui sont de plus en plus liées à une composante de mobilité. C'est-à-dire que les gens, ils restent plus à domicile, si je peux dire, donc ça bouge dans tous les sens. On a besoin de prendre ça en compte. C'est quand même un gros problème qu'on soit dans les territoires ruraux pour des problèmes d'accessibilité à des services, dans des territoires urbains d'aménagement, d'essayer de suivre ce qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on n'est pas en train de partir bille en tête on est dans le gros magasin de jouets, il y a plein de trucs partout, c'est de toutes les couleurs, on va tout acquérir et en fait, on va retrouver le gamin, il est en train de jouer avec 2 cailloux dans un coin et ça lui suffit à son bonheur. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de quête comment éviter d'exploser nos compteurs en termes de consommation numérique, de faire vraiment attention à ce qu'on fait, parce que c'est pas parce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que c'est là qu'il faut l'utiliser. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de savoir. Maria ? Moi, je vais demander le micro, justement, parce que la question faisait écho à ce que je me disais en vous écoutant l'un et l'autre, d'une part sur l'accès à des données privées extrêmement pointues et très intéressantes, évidemment, d'un point de vue territorial, et de l'autre côté, cette open data foisonnante, et même en dehors de l'open data, même des données publiques, alors accessibles de manière restreinte, mais en tout cas à tous les acteurs publics, et qui pour autant, les usagers ou ceux qui en ont vraiment besoin ont du mal à l'utiliser. Et donc sans mettre en concurrence les deux, nous c'est vrai que côté d'Inum, on se concentrait et on se concentre quand même beaucoup sur justement toute cette donnée qui existe côté public, produite par une multiplicité d'acteurs et qui a pourtant du mal à être exploitée par les différents échelles territoriales parce que, encore une fois, pas forcément dans le bon standard ou difficilement utilisable et en particulier par ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'utilisation de la donnée, encore moins des géomaticiens. Et donc, une des questions qu'on se pose et à laquelle on essaie de répondre, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois construire des produits ou services qui permettent facilement d'utiliser ces données dans le cadre de cas d'usage de politiques publiques précis. Donc, par exemple, je veux retracer mes pistes cyclables. Est-ce qu'il y a un service numérique public qui me permet facilement d'avoir accès à la carte sur mon territoire et pouvoir simuler des choses? On entendait ce matin des présentations sur un certain nombre de produits ou services existants. Par exemple, la modélisation sur l'ensemble du territoire des effets du changement climatique. Si chaque élu local, ou en tout cas chaque niveau de collectivité sur le périmètre de son territoire pouvait simuler les effets sur telle et telle infrastructure, et du coup, grâce à un commun numérique, évidemment, c'est d'une valeur ajoutée en termes de services publics qui est énorme. Donc, je ne dis pas qu'il faut d'abord faire l'ensemble de ces produits avant de se tourner vers des données privées, et donc pas de concurrence, mais nous, notre enjeu, c'est d'essayer de faire parler davantage ces données publiques qui sont vraiment foisonnantes, qu'on voit assez peu exploitées, en construisant peut-être des produits, des services numériques qui permettent de le faire, ce qui suppose aussi services numériques et produits numériques qui faciliteront aussi la production de ces données.
au sens où si le même service est celui qui permet d'exploiter pour l'usager pouvant être agent public, et c'est aussi ce produit qui permet de produire la donnée, au sens de la référencer sur ce produit-là. On règle aussi du même temps la standardisation. Et je prends l'exemple de la BAN. C'est que voilà, sur un même produit, donc la base adresse nationale, sur un même produit, on a du coup les données d'adresse qui sont référencées par les collectivités elles-mêmes. Et en même temps, c'est un outil au service d'une multiplicité d'usages. Et donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur ces données publiques générales, open data ou accès restreint, pour arriver à les rendre mobilisables dans le cadre de politiques publiques. D'accord. Donc, si je résume, données territoriales, c'est toutes les données qui vont être utiles aux politiques publiques territorialisées. On a plein de choses à la maison, on les exploite pas bien, on n'est pas capable encore de bien les exploiter. Il y a plein de choses qui sont pas à la maison et que on aimerait bien mettre la main dessus parce que ce serait quand même vachement utile et ça nous permettrait de faire des économies et d'être meilleurs. Mais il faut pas qu'on oublie que c'est bien des politiques publiques qu'on fait, c'est pas de la data. Hein, le rôle d'une collectivité locale, c'est de la politique publique. La data n'est qu'un outil. Enfin, j'essaye de résumer un peu. Pour moi, il y a encore un autre problème. C'est que toi, tu as des petites frontières, là, ça s'appelle la métropole de Montpellier, puis dedans, il y a un X communes. Toi, tu as le conseil départemental de Lozère. On est dans un monde de frontières. On est dans un monde de silos, de silos de compétences. En plus, oui, il y a les compétences les compétences d'un conseil départemental, c'est pas celles d'une métropole, c'est pas celles d'un conseil régional, etc. Et là, moi, quand je vous entends, j'entends que c'est quand même un gros melting pot dans lequel il va falloir que tout le monde aille taper grâce à des OpenIG, etc. Donc, là, je pose la question, et il nous reste exactement 3 minutes, la question du comment. Comment fait-on pour organiser, excusez-moi, ce grand bazar? Oui, mais la gouvernance, en fait. Hein, voilà. Il y a besoin d'une gouvernance. Il y a besoin d'une gouvernance pour plusieurs choses. D'abord, pour rassembler des acteurs qui sont très variés, dont on a parlé. Hein, je ne les reprends pas parce que ta description a été bonne. Deuxièmement, pour effectivement aussi choisir quels sont les cas d'usage qu'on voit comme prioritaires. Et c'est un peu la réponse, et ce que disait aussi Maria, très, très justement. Parce que le chantier, il est massif. Je voudrais juste en profiter pour dire que, attention, c'est pas parce qu'une donnée aujourd'hui est dans un territoire qu'elle est véritablement territorialisée au sens où elle pourra être utile pour le pilotage d'une politique publique territoriale, parce qu'elle a peut-être été construite pour toute autre chose. Et puisque Maria parlait de l'adresse, qui est un très très bon exemple, l'adresse, elle peut être extrêmement utile et parfois elle peut être extrêmement trompeuse. Pour prendre un exemple très simple, dès que vous êtes en train de parler d'organisations qui sont un petit peu grosses, ça peut être des entreprises, ça peut être un CHU, ça peut être une université, etc., reposer sur l'adresse et reposer sur la localisation du siège social, ça vous dit absolument rien de l'étendue de l'activité, en fait, de l'organisation en question. Et donc, si on veut territorialiser la donnée pour pouvoir savoir, par exemple, c'est quoi la distance, par exemple, des habitants de Lozère aux différentes offres d'enseignement supérieur de la région Occitanie. C'est un bel exemple, celui-là. Eh bien, si tu te places que sur l'adresse, je pense que ça va être faux. Tu dois le savoir, d'ailleurs. Tu ne peux pas te baser sur l'adresse parce que, en réalité, tu peux avoir une université qui a son siège, par exemple, à Toulouse et qui peut-être a une antenne qui est ailleurs et qui n'est pas dans le fichier, etc., etc. Donc, il y a un travail de territorialisation de toutes ces données. Et ça, c'est quand même un chantier important. Maintenant, on ne va pas pouvoir faire tout d'un coup, partout. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire des choix. Et pour faire des choix, il faut qu'il y ait une gouvernance. Et c'est pour ça qu'on a proposé de créer des comités territoriaux de la donnée. On est en train d'en constituer un en Occitanie, avec OpenIG. C'est OpenIG qui assure l'animation, d'ailleurs, avec la région Occitanie, avec l'État, avec l'IGN, avec l'INSEE, avec le rectorat, etc. Et on est en train d'agréger les différents acteurs pour qu'on puisse, et la première phase, on est en train de réfléchir à des cas d'usage qui pourraient être justement prioritaires, parce que sinon, on partira dans toutes les directions et au final, on n'ira nulle part. Dernière petite réaction, ce sera le mot de la fin qui était... Oui. Ouais. Il reste 6 pages de préparation de la table ronde. Non, mais moi je rebondis sur ce que dit Bertrand, c'est que quand on veut, on peut, et je veux être optimiste là-dessus. OpenIG est vraiment l'illustre exemple de la mutualisation en dehors des limites territoriales. Et regardez un peu ce qu'on fait sur le domaine de la gouvernance de l'eau. L'eau, elle est sur des bassins versants.
Eh bien, quand on doit gérer une rivière, un bassin versant, on recrée. Alors, des fois, nos élus vont crier parce qu'on va recréer une structure administrative avec un budget, etc. Mais on recrée un organe de gouvernance de la gestion de l'eau, parce que l'eau, elle ne s'arrêtera pas aux frontières et elle ne passera pas les montagnes. Et donc, sur l'information géographique, c'est la même chose. Et peut-être que justement, il y a 20 ans, 25 ans, on était sur de l'information géographique qui reposait sur des limites administratives. Aujourd'hui, le fait qu'on soit sur une information territorialisée, on va s'affranchir de nos frontières et on va recréer des gouvernances de la donnée qui seront au-delà de nos limites administratives. Alors, moi, j'entends bien, mais la compétition entre les territoires, elle existe aussi, malheureusement. J'ai envie de dire souvent, est-ce qu'il y a pas, on va vraiment y arriver? Je sais pas, Jérémy, comment tu vois ça, toi? Ça tombe sur moi. Eh ouais, bim. Je suis content. Je sais pas, moi. T'es pas venu pour rien. Oui, il y a une compétition entre les territoires, mais c'est pour attirer de l'emploi, attirer des gens, des choses comme ça. Après, sur les données, je pense pas qu'il y ait vraiment de compétition là pour le coup, que ce soit sur l'acquisition ou sur le partage. Donc, ça va dépendre des choses. Ta question est trop grande, trop bizarre. D'accord, trop bizarre. Je peux pas y répondre là comme ça. Mais par rapport à ces questions justement de gouvernance, de transcender les limites naturelles, enfin non pas naturelles, mais administratives. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place, par exemple au niveau de la métropole, parce que c'est pareil, les aménagements en mobilité de la métropole, ils ont des impacts sur les territoires autour. Oui, et ils sont impactés par ce qui se passe autour. Alors sur les mobilités, il y a les projets des SERM qui sont plus à l'échelle régionale ou on va dire de bassin de déplacement, mais voilà, il y a des initiatives. Après, nous, par exemple, sur l'acquisition de données, des fois, on n'achète que à l'échelle de la métropole, des fois, on achète tout le département d'un coup. Ça va dépendre du coût de la donnée, ça va dépendre. Des fois, on va mutualiser cet achat-là. En fait, c'est tellement variable. Des fois, on a des partenariats avec les collectivités partenaires autour pour leur partager nos bonnes pratiques, ou eux nous partagent leurs bonnes pratiques, mais il n'y a pas une gouvernance particulière. C'est vraiment très hétéroclite et selon les sujets, selon les moments aussi de la vie politique. Des fois, la vie politique est apaisée. Des fois, elle l'est moins avec ses voisins. Du coup, pareil, on en profite. Quand c'est apaisé. Quand c'est apaisé, on essaye d'en profiter. Mais des fois, c'est politiquement apaisé, administrativement tendu. Oui, non, il y a plusieurs cas de figure. Tout est possible. Tout est possible. Je vois l'heure qui tourne. Malheureusement, j'ai promis qu'on finissait à 16h05 alors que le sujet est absolument passionnant. Il reste 2 minutes. S'il y a une question qui brûle les lèvres de quelqu'un, qu'il le dise ou alors qu'il se taise à jamais. Non, ça ne marche pas avec Jean-Yves. J'ai beau essayer de mettre la pression pour qu'il n'en pose pas, mais il en pose une quand même. J'ai attendu quand même quelques secondes avant de la poser, mais j'ai quand même une question qui me brûle, parce que j'ai déjà posé cette question-là il y a quelques années dans un Geodata Days. On a parlé des données des brokers issues des téléphones. Ce sont des données dans lesquelles les acteurs, ils ont quasiment rien investi parce que les GPS les satellites GPS ont quand même été payés par nous. Voilà, et donc ils utilisent de la donnée qui a été payée par nous, je dirais, quelque part, ce qu'a bien dit Jérémy. Et moi, je repose cette question-là. N'y a-t-il pas un moyen par les institutions, par les États, de pouvoir récupérer anonymement ces données-là par une voie légale? Voilà. Bing, bing. Non, alors on ne va pas demander à Jérémy de répondre. Non, mais alors moi, je vais faire une réponse très pragmatique. Je ne connais absolument aucune expérience où ça ait fonctionné. Là, en l'occurrence, en plus, c'est pas complètement juste ce que tu as dit, parce que les données d'Orange pour Fuvision, c'est les données de bornage sur les antennes, et c'est pas des données GPS. Mais les brokers sur les apps. Oui, là c'est autre chose, mais en même temps, ils ont mis en place des infrastructures. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver des modèles économiques équitables. Parce que l'option qui serait purement de telle donnée, il faut absolument la mettre à disposition et légalement, vous n'avez pas le choix. Je ne connais pas trop d'exemples là-dessus. Il y a des gens qui y travaillent depuis des années et ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut se poser la question. Il y a un modèle économique. Il y a des gens qui produisent des données et produire de la donnée, ça a un coût.
Et si, ça a un coût. La collecter, la traiter, la mettre en qualité, tout ça, ça a un coût. Et donc, la question, c'est d'avoir un modèle économique équitable. Et ça, aujourd'hui, on en est extrêmement loin, on le sait. Là, pour le coup, c'est extrêmement inéquitable. Et c'est un des enjeux, c'est de travailler sur la manière dont on peut avoir quelque chose qui soit équitable. Parce que le sujet n'est pas forcément que ça soit gratuit. Le sujet, c'est plutôt que ça soit à un juste prix. Ce qui n'est pas exactement la même chose. On en est loin. Mais Maria veut réagir. Alors, c'est important que l'État réagisse. Juste là-dessus, sur le juste prix, il y a un élément qui me semble intéressant et qu'on retrouve dans plein d'autres problématiques de transformation numérique, c'est que les acteurs publics partent tous dispersés. Et donc, vous les achetez, ces données-là, à l'échelle de la métropole. Une autre métropole l'achète à son échelle, puis un département, puis une région, etc. Et si on mettait bout à bout tous les acteurs publics, en réalité, une discussion mutualisée entre secteur public et l'acteur en question aurait sans doute toute sa pertinence et permettrait de mutualiser les coûts pour le secteur public, à condition de parvenir à se coordonner en amont et à se mettre d'accord sur quelles données précisément on demande et sur quelles modalités on serait prêt à aller. C'est là où il y aurait sans doute quelque chose d'intéressant à travailler. Cet enjeu de la mutualisation, on l'a sur ce sujet-là, on l'a aussi sur la transformation en produits, en services numériques des données publiques, etc. Enfin, sur tous les aspects. Clairement, nous n'avons pas épuisé le sujet. Et si je peux me permettre, pour faire suite à ce que vous venez de dire, donc le premier grand débat des Geodata Days 2025 qui se tiendront les 10 et 11 septembre à Marseille, c'est-à-dire pas très loin, ce sera sur valorisation des géodata, des solutions existent. Alors, on avait mis un point d'exclamation. Peut-être qu'on va mettre un point d'interrogation. Je ne sais pas. Et Bertrand nous fera le plaisir d'y participer aussi. Donc, on poursuivra aussi la discussion à ce sujet. Merci beaucoup à vous tous. Merci de votre participation.